Comme tu peux le constater, j'ai été faible. J'ai acheté un support moteur alors que j'avais pas du tout prévu d'acheter ça. J'en avais marre en fait de bosser avec ça juste posé sur une table. Il n'y a rien de plus chiant en fait. Donc de retour sur le moteur de la Delta. Donc c'est la suite de la vidéo que vous avez tous regardé, je suppose. Si vous êtes là, c'est que vous avez certainement vu l'autre avant. Et si c'est pas le cas, je vous conseille fortement d'aller la voir. Donc ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, c'est que j'ai nettoyé absolument toutes les pièces sur lesquelles je vais taffer dans cette vidéo là. Donc tout ce qui est les pistons, virer la calamine qui était dessus. J'ai nettoyé également les soupapes, enfin bref, tout le bloc moteur, tout ça a été dégraissé, décapé à mort. Et comme ça, on va pouvoir juste passer à la partie mécanique là-dedans, on va pas trop s'occuper du nettoyage. Je vais vous montrer juste vite fait les produits que j'utilise pour nettoyer ça. Parce que ça va certainement être une question que vous allez vous poser. Vu l'épaisseur qu'il y avait en tout cas là-dessus, j'ai utilisé des produits assez violents quand même. Donc là le bloc, il est clean de chez clean, il est entièrement décapé, il est séché, il n'y a plus une trace d'huile, il n'y a plus rien dedans. Donc là il est prêt pour le remontage. Enfin avec les choses qu'on a à y faire, parce que j'ai du rodage tout ça à faire dessus. Je vais vous montrer ça de toute façon dans la vidéo. Et puis bien évidemment quand tout va être monté, je vais lui faire un coup de peinture. Et hop. Concernant les pièces, du coup on a tout ça, donc je vais faire un peu le tour de ce qui est arrivé. Donc bien entendu le rodoir pour s'occuper des cylindres, en espérant que les pierres s'usent pas trop vite. Le compresseur de segment, alors bien entendu tous les outils que là vous allez voir, c'est que des outils qui viennent de Chine. Parce que forcément tu te doutes bien, j'allais pas acheter du snap-on pour faire peut-être 10 moteurs dans le restant de ma courte vie. Et la fameuse peinture pour refaire le bloc moteur, donc c'est de la peinture Chevrolet, donc de chez POR15. Hop. Les plastiques gauges, même si je possède pas la revue technique et que j'ai pas forcément de quoi avoir les données qu'il va falloir que je trouve d'ailleurs. Pour lire les jeux, parce que même si j'ai acheté des coussinets de bielle neufs, je vais quand même vérifier tout ça, hein, de ne pas se retrouver avec de la merde non plus. Ça c'était fourni, c'est des jauges d'épaisseur. C'était fourni je crois avec le plastique gauche, je sais plus. Bien entendu les pinceaux pour faire la peinture du moteur. Ensuite on va avoir tout ce qui est joint, donc là le magnifique joint d'admission qui m'a été livré plié. Je ne sais pas si vous voyez la gueule du joint. Alors bon, on s'en bat un peu les couilles, cette partie-là, c'est ce qui se retrouve dans l'entre-deux en fait du bloc moteur. Ça baigne dans l'huile et ça sert pas à grand chose clairement, mais ça va quand même être appliqué avec les joints qui sont là. Donc voilà, ce joint-là il coûte une blinde, hein, c'est le truc limite le plus cher. Il est fourni avec de la pâte RTV, donc c'est ce que vous appelez de la pâte à joint. Il y a tout le nécessaire de fournir, donc ça on s'en bat les couilles. Ensuite, bien entendu, la pochette de joint moteur complète. Et là d'ailleurs il faut que je vous montre ça parce que vous vous rappelez des joints de queue de soupape, je vous disais qu'ils étaient inexistants sur le bloc vu qu'ils étaient complètement destroy dedans. Donc j'ai reçu les nouveaux et en fait j'imaginais vraiment pas que ça avait cette gueule là. Regardez, c'est des joints en fait, ils sont en plastique dur. Mais quand je vous dis dur, il n'y a pas de lèvres souples ou quoi que ce soit dessus, c'est assez bizarre. C'est encore une fois, hein, je découvre les anciennes américaines. Ça me paraît assez louche de voir ça, je vois pas comment ça peut faire étanchéité en fait, c'est une question que je me pose. Enfin bref. Donc là on a bien tout, on a les deux joints de culasse neufs, on a vraiment tout dans le kit. Moi je prends cette marque là, pour ceux qui se demandent, hein, au cas où. Je prends la marque Felpro, alors pourquoi? Parce que c'est des joints qui sont fabriqués aux États-Unis. C'est pas douteux, ça vient pas d'ailleurs, bien que je dénigre pas tout ce qui vient de Chine. Parce que de toute façon, la plupart des choses que vous achetez maintenant, ça vient de Chine. Et c'est pas forcément de la merde parce que ça vient de Chine. Contrairement aux idées reçues. Bon ça ce sera certainement pour une autre vidéo. Mais on a un kit réflexion carbu complet. Donc il y a absolument tout. Les coussinets de bielle neufs. Donc je vais pas vous présenter les boîtes une par une de toute façon. Donc voilà. On a bien pour les 8 coussinets différents. Donc ça j'ai pris du Steel Power, c'est une marque qu'on retrouve chez Summit Racing, tout ça. Bon je l'ai pas commandé chez Summit parce qu'ils sont plus chers. Tout ce que vous voyez là ça vient de... Pour ceux qui se demandent d'ailleurs où j'ai mes pièces, j'achète quasiment tout chez Rocoto. Enfin là tout vient de chez Rocoto d'ailleurs, hein. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs. Donc voilà, coussinet de bielle en Steel Power. Les fameuses soupapes d'échappement, comme je parlais dans la dernière vidéo qui était raide de chez Red. D'ailleurs il n'y en avait pas qu'une qui était raide. Il y en avait deux exactement en fait et je l'ai vu au décapage des soupapes, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce moteur a déjà été déculassé pour faire des travaux dessus. Et je vous expliquerai en cours de vidéo plus tard la raison. Donc voilà, bon là il n'y en a qu'une, l'autre elle est là-bas, mais ça c'est de la soupape neuve de chez Qualcast. Alors c'est marqué qualité assurée aux États-Unis, mais si vous cherchez bien, je crois j'avais vu le truc, c'est
Voilà. C'est fabriqué en Inde, donc c'est pour ça que quand les gens sont là à dire ouais moi je prends qu'aux États-Unis machin, oui c'est bien, tu prends aux États-Unis, il y a marqué assemblé aux États-Unis, mais il n'y a rien de fabriqué aux États-Unis. C'est comme la Harley Davidson, quand vous achetez une Harley Davidson aujourd'hui, elle est absolument pas fabriquée aux États-Unis. Bref, on a le jeu de segments qui est là, donc complet, qui est super bien emballé. Hein. Fils de pute! Je vous rassure, c'est ironique ce que je viens de dire. J'ai reçu ça, le truc complètement pété. Dans tous les sens, avec la notice qui volait dans le colis. J'ai tout de suite vérifié de ne pas avoir un segment pété ou quoi que ce soit dedans, et non, ça a l'air d'être en bon état. Ça, par contre, j'ai pris du malais. Je sais pas comment vous prononcez ce truc. Marle, malais, maili. J'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Un kit de serrure de coffre. Du lubrifiant d'assemblage, donc c'est pas pour se lubrifier le trou de balle, c'est bien pour monter les pièces du moteur quand vous allez redémarrer un moteur comme ça. Le mieux c'est quand même de mettre ça, vous pouvez le remonter à l'huile, mais ça c'est vraiment le top parce que ça vous fait vraiment un bon premier démarrage sans que ce soit à sec. Et même si vous remisez le moteur, ce qui va être mon cas d'ailleurs, parce que là le moteur on va le remonter, je vais me reculer un peu parce que vous voyez ma grosse gueule en 5 dimensions là dans l'écran, là dans le coin. Si vous remisez le moteur, ce qui va du coup être le cas de ce moteur là, il va être remonté, là je vous montre tout ça en vidéo, mais il va être stocké quelques temps. Parce qu'après je dois bosser sur le châssis de la voiture et c'est pareil, ça fera l'objet d'autres vidéos. Ça permet de ne pas avoir de corrosion ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je mets ça, c'est mieux que de l'huile en fait au niveau du stockage moteur. Vous êtes sûr de ne pas avoir de problème de moteur qui grippe ou quoi que ce soit, même s'il fait très froid, tout ça, enfin bref. Également aussi la pâte de rodage pour les soupapes, donc vu la gueule des soupapes, j'ai pris de la pâte avec du bon gros grain, tu vois ce que je veux dire, pour faire un truc bien agressif. Le filtre à camembert, bien entendu. Hop. Tout ce qui est allumeur, donc tête d'allumeur neuve, hein, j'allais pas laisser la petite cochonnerie qu'il y a d'origine dessus là. Le joint de carbu, ça hyper important, la valve PCV. Ce truc, c'est un vrai truc à problème, ça sur les bagnoles. C'est limite ce truc là, en plus au prix que ça vaut, je crois que ça coûte 5 $. Au prix que ça vaut, ça devrait être changé limite tous les 2 ou 3 vidanges éventuellement, tu vois. Et comme ça t'es tranquille, ça évite d'avoir des problèmes de gaz qui reste dans le moteur ou ce genre de choses, de pression, etc. Des courroies neuves bien entendu, des bougies neuves, donc là encore j'ai pris une marque on va dire douteuse, donc ACDelco, bon là pour le coup c'est fabriqué au Mexique donc ça rassure un petit peu quand même. Bien entendu le rotor d'allumage, hop. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près des pièces, donc comme ça déjà vous savez ce qui va être remonté dans le moteur, vous avez plus ou moins une idée de tout ce qui va être mis dedans. Donc voilà, donc là je vais commencer déjà par faire en tout premier, avant toute chose, le coup de rodage dans les cylindres. Donc je vais utiliser le rotoir que je vais acheter. Donc là ça va, on va être bien, vu la largeur des pierres, normalement ça devrait faire le taf. Alors je voulais acheter, l'idéal c'est pas forcément d'acheter ça. Alors vous m'excusez, j'ai des grosses galères au niveau de l'exposition avec la caméra, c'est un peu galère au niveau du garage parce qu'il manque de l'éclairage juste là. Donc il y a peut-être des moments où ça va être un peu sombre. Donc je disais, l'idéal c'est pas d'acheter ça. Alors je vous dis ça alors que j'ai acheté ça, c'est complètement débile. Le top c'est d'acheter les pierres de rodage spiralées avec des boules dessus. C'est ce qui vous donnera le meilleur taf. Ça c'est vraiment la solution, pas trop cher, je crois j'ai dû payer ça 30 $. Et celui avec les boules, c'est pas loin de 90 $, je crois, le truc. Donc vraiment, comme je disais, à l'économie à mort sur ce moteur-là. Le but, c'est juste qu'il soit révisé, qu'il tourne bien, tout ça. Et je m'attends pas à ce qu'il refasse 200 000 km en fait. Hein, j'en ai strictement rien à foutre. J'ai des projets pour plus tard. Et en attendant, ce moteur de 7 litres de cylindrée fera largement l'affaire le temps 2. Donc il y en a qui utilisent de l'huile pour faire le rodage. Moi perso, je balance du WD-40 dans les cylindres. Voilà. Et j'y vais de façon très généreuse. On bombarde de ça, j'en mets partout, de toute façon ça fait pas de mal. Et ensuite, par contre, je mets une goutte d'huile sur les pierres. Donc juste une goutte. Hein. Juste une goutte. Donc voilà, maintenant que c'est huilé, beurré, tout ce que vous voulez, hein, pose ça là-dedans. Ensuite, tu prends ta visseuse Milwaukee. Ça marche uniquement avec les visseuses Milwaukee. Ça ne fonctionnera pas si tu prends des outils jaunes. Pas d'outils jaunes ici. Ensuite, vitesse sur 1. Alors là tout de suite je vois venir les professionnels usineurs dans les commentaires. Je sais, je ne vais pas avoir l'angle exact de je sais plus 60 degrés, quelque chose comme ça en faisant ça à la main. Mais là c'est juste pour refaire l'état de surface, pour avoir un bon film d'huile, un minimum, c'est mieux que de rien faire, donc je le fais. Et en fait tu fais tout simplement des va-et-vient comme ça.
Et le but en fait c'est d'avoir des rayures qui se croisent dedans. Il faut surtout pas avoir quelque chose de trop horizontal parce que justement ça pourrait éventuellement avec le temps user tes segments, tout ça, et ça te fera pas en fait un bon film d'huile et qui s'évacuera pas correctement, contrairement à si tu as des bons angles en fait dans tes rayures de ton état de surface. Donc là, je viens de faire le premier, je vais déjà le nettoyer, le dégraisser et voir où j'en suis et voir à quoi ça ressemble. Donc ça, un peu de nettoyer en frein, hop. Hop, on lui essuie le filon. Bon, de ce que je vois à première vue, ça en manque, hein, il va falloir que je continue, je crois. Je sais que il y a plusieurs grains au niveau des pierres. Là, c'est des pierres en 220 au niveau du grain. J'espère que c'est pas trop peu, on verra bien ce que ça donne, mais ouais, ça va pas l'air. Ouais, non, ça va pas l'air si mal. Il y a juste un espèce de décrochement en haut en fait qui m'empêche d'aller bien faire des rayures jusqu'au haut. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, retour au filmage au smartphone. Donc là, on peut voir les belles rayures qu'il y a dans le fond du cylindre. Les belles rayures verticales, là, on les voit super bien maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, si, ça l'a quand même pas mal rayé, hein. C'est vrai qu'avec une lumière, on voit beaucoup mieux ce que ça donne. Et comme vous voyez, là aussi, en haut, en fait, il y a un léger, alors je vais pas dire un trottoir, mais il y a un espèce de débordement. De toute façon, c'est l'usure du cylindre qu'on voit en dessous. Et ce débordement, en fait, il empêche les pierres de bien aller jusqu'en haut. Donc, je vais insister un peu pour continuer de rayer ça et je vais faire tous les autres dans la foulée. Et puis, on voit ça après. Bon voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste vous montrer pour ces 4 cylindres là, je vais pas m'amuser à vous filmer les 8 cylindres, c'est exactement la même chose. Donc là je vais les dégraisser pour voir ce que ça donne, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Je remarque quand même qu'il y a quand même un bon rebord hein, ici là. Il y a un espèce de décrochement. Donc on sent quand même qu'il y avait eu de l'usure hein, sur ce moteur là, clairement. Le top vraiment dans les faits ça aurait été de le faire réaliser, remettre des nouveaux pistons etc, mais clairement j'ai pas envie de balancer d'argent dans ce moteur, ce serait complètement bête. Mais ce que je voulais c'est juste qu'il tourne bien, de refaire un truc qui est quand même sain et pouvoir profiter de la caisse quoi. Donc là je vais nettoyer ça, je vais balancer un coup de nettoyant frein dedans, bien nettoyer et puis voir où on en est. Voilà où on en est, hein, ce que ça donne. L'état de surface est quand même mieux maintenant après avoir passé les pierres à roder dedans. Là. Donc au moins le film d'huile va pouvoir accrocher dessus. Pour remettre des segments neufs, c'est quand même mieux. Au niveau de l'angle, comme je disais, j'ai pas l'angle qu'aura un usineur, l'angle parfait pour l'évacuation du film d'huile, etc. Mais il y a quand même, je veux dire, les rayures, vous le voyez là, elles sont pas horizontales. C'est surtout ça qu'il faut pas, c'est avoir des rayures horizontales parce que ça pourrait user tout là-dedans beaucoup plus vite et faire plus de mal que de bien. Donc voilà. Et vous voyez ce que je vous disais, c'était le décroché en fait qu'on a ici. On le sent pas réellement en fait quand on passe l'ongle dessus, mais il y a clairement une belle trace d'usure là sur le haut du moteur. Donc clairement, ouais, ce moteur-là, il a des kilomètres, hein, comme je disais dans la vidéo précédente. C'est un moteur qui a minimum 250 000 km, il a peut-être même 350 000, ça se trouve. Peut-être pas plus non plus, mais je pense qu'il a quand même fait pas mal de bornes, ce truc. Et il va en refaire certainement aussi beaucoup d'autres après avoir été entièrement révisé. Donc voilà, on n'a pas réussi à avoir les rayures jusqu'en haut, en fait, ici, justement à cause du décrochement, parce que les pierres, en fait, elles viennent se mettre en appui sur cette partie-là qui du coup elle n'est pas du tout usée parce que la segmentation s'arrête juste là et en fait ça fait comme un gap entre la pierre et la surface du cylindre où on a besoin d'affûter donc voilà.
Et c'est quand même dingue comment ça fait ressortir du coup les anciennes traces qu'on voyait, la verticale là. Là on en a là, on en a un tout petit peu ici, un tout petit peu là, là aussi. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Là de l'autre côté il y en a un petit peu aussi. Il y a certainement des merdes hein, qui sont passées là-dedans un jour ou l'autre de toute façon. Mais bon, c'est pas dramatique hein, clairement. J'ai vu bien pire que ça sur des moteurs. Et puis je vous le rappelle pour ceux qui ont regardé la première vidéo. On avait fait des tests de compression cylindre et mis à part sur les 2 cylindres où il y avait des problèmes de fermeture de soupape ou de soupape carrément pétée, on avait 10 bars et demi, entre 10 bars et demi et 11 bars par cylindre. Donc c'est très bien au niveau de la pression pour un moteur qui potentiellement a tant de kilomètres que ça. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Donc ça, clairement, il y a pas à se soucier de ça. En plus, là, on part sur une segmentation neuve et tout. Je suis même persuadé que ce moteur-là, après la grosse révision qu'on va lui faire, il va repartir pour 200 000 km sans aucun souci. Bon, donc là, étape suivante, je vais m'occuper de replacer le vilo. Donc tout ce qui va être coussinet de palier de vilo en place et remettre le vilebrequin. Parce qu'après, la suite, ça va être de remettre tout ce qui est piston, tout ça, les segments et compagnie. D'ailleurs on va avoir le gap des segments à faire, je vais vous expliquer après comment je procède. On va aussi le comparer d'ailleurs, le gap avec les anciens segments, vous allez voir c'est assez drôle. Donc là je vais remettre ça, je vais remettre tous les coussinets en place. Pour ce qui est des coussinets de palier de vilo, j'utilise ceux qui étaient déjà dedans parce qu'ils n'ont pas de traces anormales ou quoi que ce soit, j'ai pas noté quoi que ce soit d'anormal dessus, donc je vais les réutiliser. Pour rappel, c'était 200 balles le kit de coussinet de vilebrequin, donc je voyais pas l'intérêt d'aller refoutre 200 balles là-dedans alors que ceux qui étaient dedans avaient pas l'air d'avoir de problème. Donc je vais remonter ça et ensuite on va pouvoir passer à la partie un peu plus intéressante, ça va être tout ce qui va être comme je disais, gap des segments, remonter les pistons, tout ça et revoir en fait le bloc moteur entièrement rassemblé. Donc juste la précision, pour quand on remonte des coussinets, je le précise parce que c'est une erreur que j'ai faite par le passé. Par manque de connaissances et d'expérience, j'avais tout simplement huilé en fait, vous voyez cette partie là, enfin on va prendre cet exemple là vu que c'est ce coussinet là que j'ai dans les pattes. Si on prend par exemple ce coussinet là, j'avais huilé en fait la partie où vient se mettre le coussinet. Il faut jamais faire ça les gars, parce qu'en fait quand vous mettez de l'huile ici, c'est pas cette partie là en fait qui a besoin d'être lubrifiée, et ce qui se passe c'est que ça rajoute en fait, le film d'huile rajoute de l'épaisseur tout simplement au coussinet. Donc tu montes, imaginons, tu mets de l'huile sur tous tes paliers ici, tu montes tes coussinets et ce qui va se passer c'est que quand tu vas vouloir faire tourner ton vilebrequin et que tu vas avoir fait tes serrages et compagnie, tu vas dire mais putain mais le truc il tourne pas alors que tu es censé le prendre à la main, il est censé tourner de lui-même limite. Et en fait il va pas tourner parce que tout simplement tu as rajouté de l'épaisseur avec le film d'huile là où il est pas censé y en avoir. Du coup tu n'as plus aucun jeu de fonctionnement et même tu forces tout simplement sur tes coussinets. Donc tu risques même carrément de les marquer, de les écraser au serrage. Donc surtout, jamais d'huile sur les portées. On met toujours le film d'huile là où il y aura la pièce qui est en mouvement, donc sur cette partie-là du coussinet. Donc allez, c'est parti, j'assemble tout ça.
Bon, maintenant, un problème auquel je me suis rendu compte après le démontage, bien entendu, du moteur. J'ai pas pensé à vérifier cette pièce qui est dans ma main actuellement là, avant de commander tout mon lot de pièces pour le remontage. Donc je vais vous montrer, bon vous avez compris, c'est la pompe à huile. Et je vais vous montrer le problème qu'a cette pompe à huile. Donc voilà, ici dans la pompe à huile en fait, le fonctionnement il est très simple. Vous avez deux pignons qui en fait se croisent et la pression d'huile en fait elle se crée dans le housing, donc dans l'enveloppe en elle-même de la pompe, et aussi entre les dents. Je sais pas si c'est très parlant sur la vidéo, mais vous voyez ici il y a un léger jeu là. Alors vous n'allez pas le voir vous sur l'écran je pense. Il y a un léger jeu entre les dents et en fait ce jeu là il se mesure ainsi que le jeu qui se trouve entre les pignons et le housing. La recommandation d'origine pour cette pompe là elle est de 0,006 pouces de jeu maximum. Donc on va prendre un jeu de cale et on va vérifier. Bon vous doutez bien que si je vous parle de ça c'est que ça va pas bien évidemment. Donc voilà on a là une cale de 0,06. Donc je sais pas si vous le voyez à l'écran. Et du coup je vais mesurer, voir si le jeu maximum eh bien n'est pas abusé. Donc là, voilà, le problème est là. Ici, on passe largement la cale dedans, entre le pignon et le housing. Et idem pour ce qui est des dentures. On passe la cale et on a même un jeu monstre dedans. Et on va essayer avec un 0,1. Un 0,01, pardon. Donc on passe pas le 0,01 entre le housing, enfin si il arrive presque à passer mais il passe pas complètement. Par contre entre les dents clairement là, voilà la pompe, voilà. Vous voyez, ça passe largement entre les dentures des pignons. Donc clairement ça c'est mort, on peut pas remonter ça. Et de toute façon on le voit ici. Vous regardez le pignon, ça c'est la partie qui n'est jamais en appui, donc par rapport au sens de rotation. Donc là on voit bien qu'on a la trace de l'acier qui est noir d'origine dessus. Et si on regarde de l'autre côté, on a des traces de frottement et on voit clairement que c'est usé. Rien qu'à l'œil, on voit toute l'usure de la pompe. Donc ça, c'est mort, il est hors de question de remonter ça. Parce que le problème, vous vous doutez bien, la pompe à huile c'est le cœur du moteur. Si vous n'avez pas de ça qui fonctionne correctement et que vous n'avez pas une pression qui est adaptée pour le moteur, en plus ce moteur là il est énorme. Ça va causer des problèmes et je pense d'ailleurs que c'est ce qui s'est passé au niveau des culasses. Je sais pas si vous vous rappelez, je vais vous balancer quelques images en même temps que je vous explique, mais on avait la culasse qui était complètement carbonisée en haut et je pense qu'à mon avis ça a été le cœur du problème. Il ne devait pas y avoir une quantité suffisante d'huile qui montait jusque dans les culasses et c'est certainement ça qui a dû causer quelques problèmes à mon avis. L'huile a fini par surchauffer là-haut par manque de renouvellement d'huile, de chauffe, etc. Ça, je vais pas pouvoir remonter ça tout de suite. Alors l'avantage c'est que je peux la remonter en dernier recours, la pompe à huile, c'est-à-dire que j'ai juste à ne pas remonter le carter d'huile et je peux la monter après. Donc ça m'empêche pas de continuer sur le moteur, mais il va falloir que je commande de quoi changer ça. Donc là le housing, il a aucune trace de frottement ou quoi que ce soit, donc on va pas le changer, ça sert à rien du tout. Lui il va très bien. Il se vend un kit en fait qui coûte 50$ en plus, c'est pas très cher. Vous avez les deux pignons, vous avez une nouvelle valve qui va là-dedans en fait, tout simplement c'est pour réguler la pression. Vous avez aussi le nouveau joint, tout ça, c'est pareil, il y a un jeu à respecter avec le couvercle de pompe qui est juste là. Et en fait il existe plusieurs tailles de joints, parce que vous pouvez ajuster la pression vous-même en fait selon l'épaisseur de joint que vous mettez. Plus vous allez mettre un joint qui est fin, plus vous allez avoir de pression. Plus vous allez avoir un joint épais, moins vous allez avoir de pression. Moi je vais juste remonter ça d'origine, je m'en fous un peu. Et de toute façon quand je vais repartir sur des pignons neufs, j'aurai pas le problème aussi de l'usure que je trouve. Là c'est pareil, j'ai vérifié, le couvercle, il a quelques traces. On voit qu'il y a eu un frottement, mais on ne sent absolument rien. Je suis pas trop inquiet là-dessus, ça va pas trop poser problème. Et voilà, donc ça, c'est à changer. Bon donc là, retour sur le bloc moteur, je vais vérifier tous les segments que j'ai reçus pour vérifier ce qu'on appelle le gap. Donc le gap, je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc ça, c'est votre segment. Donc en fait, le gap, ça va être le jeu, vous voyez dans la partie ici, quand vous allez mettre le segment dans votre cylindre, vous voyez, ça se resserre tout ça, il va se resserrer. Et c'est tout simplement l'écart que vous avez dans l'ouverture du segment. Donc ça, c'est le vieux segment qu'il y avait sur le moteur, donc l'ancien. Je vais le remettre dans le cylindre correspondant. Hop.
Donc on l'insère dedans, on prend le piston pour avoir la même distance partout. Maintenant on va mesurer l'écart, donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc vous voyez ici, on a l'écart qui se retrouve bien là. On va prendre les cales de mesure pour voir combien on a, et on a beaucoup. Donc là j'ai pris par exemple une cale de 0,80. Je vais parler en métrique parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et certainement aussi beaucoup plus simple pour ceux qui regardent. Je suis pas encore totalement à l'aise avec les unités en pouces. C'est très difficile de calculer avec ces unités là. Bon là clairement, là c'est impressionnant. J'ai réussi à caler deux cales, une de 0,80 et une de 0,75. Donc on a 1 mm 55 de gap avec les anciens segments. C'est juste énorme. C'est abusé comment c'est énorme. Et maintenant on va mettre un segment neuf pour mesurer la diff. Donc voilà, le segment tout neuf. Pareil, même procédure, on va le mettre à sa place, on va le mettre dans le bon sens, même si ça ne change absolument rien. Et là, je pète le segment, je suis comme un connard. Bon, clairement, mettre les segments quand on a des gants comme ça, c'est vraiment pas pratique parce que le gant se coince en fait dans le truc du segment. Hop. Pareil, on va enfoncer ça. Donc pourquoi je l'enfonce suffisamment? Parce que je veux pas en fait prendre ma mesure de mon gap sur la partie haute du bloc moteur qui elle n'est pas usée en fait, où s'arrêtait l'ancienne trace des segments. Donc là, la recommandation, elle est marquée avec les segments que vous recevez. Donc là, c'est la fiche technique qui est fournie avec les segments malés. Donc, vérifiez l'ouverture finale. Donc là, on a 0,004 pouces pour chaque 1 pouce de diamètre d'alisage. Donc ça veut dire que là, en fait, on a un cylindre qui fait 4,125 pouces en diamètre d'alisage. Donc on va faire le calcul. Donc, on va prendre 0,04 multiplié par 4,125, ce qui nous donnera un gap de 0,0165. Donc le but, ça va être d'avoir ce gap là minimum, c'est le minimum qu'il faut. Donc si on a ce jeu là, on n'a pas besoin de retoucher à l'ouverture des segments, et il va falloir faire ça en fait pour les 8 cylindres. Donc il va falloir bien numéroter, de se préparer un jeu de segments, par exemple pour c'est un numéro 1, 2, 3, 4, etc. Tout numéroter et mesurer un par un qu'on ait bien le gap minimum. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand le moteur chauffe, que vous montez dans les tours, ça s'affole tout ça là-dedans. Et ça a besoin de se resserrer en fait. Et ce qui va se passer, c'est que si vous n'avez pas de gap suffisant, le segment va pas se resserrer et vous allez tout arracher en fait à l'intérieur. Donc c'est pas la peine, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, on va vérifier qu'on ait bien ça. Si on a cette cote-là, au minimum, je dis bien au minimum, on n'a pas besoin d'y toucher. On va peut-être avoir potentiellement un peu plus parce que les cylindres sont quand même usés, donc ça va nous donner une idée. Donc là, je cherche la cale correspondante. Donc on va dire 0,016. Mais comme on a 65 et que c'est le minimum, on va prendre la cale juste au-dessus. Comme ça, on va être sûr qu'on aura suffisamment de jeu. Et on va prendre celle de 0,017. Donc ça représente en métrique 0,43 mm. Donc hop, on prend la cale, on vérifie. Donc là, la cale, elle passe sans aucun problème. De toute façon, c'est ce que je disais, hein, avec l'usure qu'on a sur le moteur d'origine. Moi, là, je les ai pris en cote standard, les segments, j'ai pas pris de cote supérieure. Donc on a bien ce qu'il faut en jeu. On a même un peu plus, je crois, je vais regarder. Je vais pas m'amuser à les retoucher, hein, en fait. Tant que j'ai le gap recommandé, je m'en fous un petit peu. Voilà, on a ça. On a 0,19 de jeu. Donc là, on va faire ça pour tous les cylindres, repérer ça sur une planche ou sur un carton n'importe, et on va tout poser, s'organiser. Et une fois qu'on a fait tout nos repérages, après, on va être bon pour remettre les segments sur les segments neufs sur les pistons, et puis se remonter tout ça.
Donc comme vous venez de le voir, je viens de terminer la mesure du gap des segments, donc il n'y a pas de problème, il y a largement ce qu'il faut comme vous avez pu voir. J'ai mesuré vraiment chacun avec les cales pour voir l'écartement qu'on a et on est largement au-dessus même de ce qui est recommandé au minimum. Il y a une petite différence d'usure, principalement sur ce cylindre-là, donc le numéro, je sais plus, je crois que c'est le numéro 8, enfin bref. Ce cylindre-là, il a un tout petit peu plus d'écartement que les autres, mais c'est vraiment, c'est rien du tout, hein, c'est infime. C'est dû du coup à l'usure du bloc, hein, qui est tout à fait normal vu le kilométrage qu'il doit certainement avoir. Donc là c'est pareil, vous avez pu voir sur le schéma que j'ai fait, là sur le carton, là, vous avez un S et un I avec deux codes différents. C'est tout simplement parce que j'ai mesuré le gap pour les segments supérieurs et le gap pour les segments inférieurs. Parce qu'il y a deux types de segments en fait, ceux du dessus, ils sont bien différents. Je vais vous expliquer ça tout de suite avec un dessin, ça va être le plus simple. Donc pour savoir lequel est lequel, vous avez encore une fois de plus avec la notice de segment qui est fournie avec les segments, vous avez les styles de segments supérieurs les plus populaires. Donc là, vous regardez vos segments en fait, vous regardez le profil du segment et vous avez en fait la vue en coupe ici. Le point que vous voyez là, c'est toujours le top, donc en gros le dessus du segment. Donc quand il va aller au niveau du dessus moteur, c'est le sens où il faudra le mettre. Donc faut surtout pas vous tromper de bien le mettre dans ce sens-là au montage. Et là, pareil, style de second segment les plus populaires. Donc vous regardez à quoi vous correspondez. Moi, dans mon cas, les segments, il s'agira de ce modèle-là et de ce modèle-là. Donc quand j'ai fait mon gap, j'ai bien vérifié à séparer, parce que vous avez du coup 16 segments différents. Vous en avez 8 de ce profil-là et 8 de ce profil-là. Donc j'ai bien séparé les supérieurs des inférieurs. La différence, elle se fait au niveau du sens de coupe. Je ne sais pas si c'est très visible sur la vidéo. Les supérieurs, vous avez cette coupe-là. Hop. Vous avez un biseau en fait qui se trouve juste là. Donc je ne sais pas si l'expo est terrible, je suis désolé, j'arrive pas, je fais de mon mieux au niveau de la caméra. Donc vous avez ce biseau juste là et le top en fait il est ici. Donc quand vous allez le monter sur le piston, il faut bien faire attention à utiliser ces segments là. Et l'inférieur en fait tout simplement lui, donc ça on va mettre sup, et l'inférieur il sera comme ça. Dans la vue en coupe, le top sera là et le biseau sera dans ce sens là. Donc il faudra bien faire attention de remonter ça dans ça. Donc là je vous dis de faire attention, mais c'est surtout moi j'ai intérêt de faire attention parce que je suis premier à me planter dans ce genre de cas. Donc je vais éviter de faire des conneries et de bien respecter le plan. Donc là je vais pouvoir attaquer leur montage et remettre du coup tous les segments sur les pistons avec leur correspondance. Si vous vous demandez pour le segment racleur d'huile, j'ai pas vu de notice particulière à leur sujet sur la fourniture des segments. Donc en fait vous les installez et tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils recommandent c'est de bien vérifier qu'ils puissent tourner librement. S'ils ne tournent pas librement c'est que ça va pas, c'est qu'il y a un problème, donc il faut vérifier ça. Donc là j'ai installé ça et pour ça je vous commande d'acheter ce petit truc à la con là. C'est tout simplement une pince à segment. Vous allez sur Amazon, ça je sais même pas si ça coûte 5 € cette merde. Je sais pas comment ça coûte en France, un truc comme ça, mais ici c'était fourni avec le kit en fait de cale et de compresseur de segment que j'avais. Et j'ai dû payer ça je crois 15 $, le compresseur de segment plus ça. Donc pareil, le compresseur de segment ça c'est un truc chinois, bon moi je vais faire avec parce que j'ai pas envie d'investir, mais c'est pas l'idéal ces trucs là. Le mieux c'est d'avoir un compresseur de segment qui est adapté à la taille de votre piston justement. Ça vaut beaucoup plus cher, ça doit coûter au moins 70-80 $. Mais ça potentiellement il faut faire super gaffe parce qu'il y a un risque de péter les segments au montage. Parce qu'en fait vous mettez votre piston là et vous l'enfoncez plus ou moins d'un coup en fait dans le cylindre une fois qu'il est serré avec ça. Et s'il y a un segment en fait qui accroche sur le bord du bloc ici, c'est un coup à le péter. Bon, il y a un léger biseautage d'origine sur le bloc. Celui-là il est assez conséquent d'ailleurs, donc je pense pas que je vais risquer de péter de segment. Mais il y a certains blocs où il y a quasiment pas de biseau en fait à cet endroit-là. Et le problème c'est que les segments ils accrochent à mort. Et c'est pour ça que c'est conseillé d'avoir les compresseurs de segments, enfin piles qui sont pas réglables mais qui sont piles à la taille de votre piston. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc ça, vraiment, ça évite de péter les segments quand vous enfilez sur le piston. Je vais vous montrer rapidement. Donc ça, ce piston-là, c'est celui qui va juste là. Donc cylindre numéro 1, côté lisserie, côté droite. Donc voilà, j'ai fait tous mes numérotages de pistons pour bien remonter les pistons dans les cylindres correspondant où ils ont été démontés. C'est pareil, c'est hyper important parce qu'ils ont eu l'usure
avec leur cylindre. Donc vu qu'on réutilise les vieux pistons de merde qui sont morts, qui sont certainement ovales, et que j'en ai rien à foutre, il faut absolument les remettre au même endroit. Donc sinon ça peut causer éventuellement des problèmes. Donc là je suis allé chercher sur mon carton le segment supérieur qui correspond au cylindre par rapport à ce que j'ai calculé. Je vérifie bien d'avoir mon top du segment, donc le petit poinçonnage sur le dessus. Donc hop, je vais me mettre là, on écarte le segment, et vraiment avec la pince là ça rentre, c'est trop bien, hein, ce truc, c'est vraiment de la balle. Donc voilà, on met le premier. Deuxième segment, pareil, on regarde, hop, on met le top. Et c'est pour ça en fait que je mets aussi tout à plat sur un schéma numéroté dans le bon sens. Comme ça en fait quand vous remontez, vous n'avez pas à réfléchir. Ça veut dire que vous avez réfléchi votre truc avant, et quand il est le moment de monter, ça évite en tout cas de faire des conneries. Parce que moi je fais énormément de conneries quand je remonte les pièces. Il m'est arrivé des trucs à redémonter des culasses et tout parce que j'ai pas fait attention. Comme là par exemple, je viens de faire quelque chose qui est pas intelligent. J'ai mis le segment supérieur avant de mettre l'inférieur. Truc à pas faire, en fait il faut mettre l'inférieur avant. Donc on va déjà commencer par le racleur. Parce que maintenant je suis emmerdé avec ma pince pour repasser mon segment. Je pourrais passer par le dessous mais je vais me faire chier. Donc là je vais mettre les racleurs en premier, ensuite le segment inférieur et ensuite le segment supérieur. Pour ce qui est du segment racleur, c'est un peu la merde parce que la pince à segment, l'ouverture qui est dedans en fait, elle est pas assez resserrée pour prendre les racleurs. Donc du coup je vais être obligé de les mettre sans la pince, mais ils sont super souples, hein, donc bon normalement il n'y a pas trop de problème. Ils se mettent assez facilement. Et sur ce segment là, il n'y a pas de dessus, il n'y a pas de dessous, vous les mettez dans le sens que vous voulez, hein, ils n'ont pas de sens particulier. Ensuite vous avez cette espèce de... c'est des rail rings, ça s'appelle. Donc on met ça autour, pareil. Et d'ailleurs ce rail ring, il faut le mettre en tout premier. Vous n'allez pas forcément le voir sur la vidéo, mais en fait il y a une assise juste ici au niveau des rails. C'est pas très parlant, je suis désolé, j'arrive pas à faire le zoom correctement. Mais en fait si vous mettez ça après, vous pouvez plus mettre les autres. Donc il faut mettre vraiment celui-là en premier. Je déteste enfiler ces putains de segments là. Parce que ils ont tendance à vraiment frotter sur le rebord du piston et ça va vite de faire des rayures. Le problème c'est que là je remonte un moteur qui est d'origine, tout ça, donc bon, au niveau des tolérances on s'en bat un peu les couilles on va dire. Mais quand tu es en train de remonter un moteur turbo et puis que tu as mis 15 000 € de préparation dans le moteur, c'est pas la même merde en fait, c'est un peu chiant. Au niveau de l'ouverture pareil, sur le segment racleur là, ce que je fais c'est que je les oppose. Parce qu'après de toute façon il va falloir tiercer les segments, donc pour le tierçage des segments il n'y a rien de dit sur la notice. Donc je vais faire au feeling parce que j'ai de toute façon pas la revue technique du moteur avec moi. Donc j'oppose juste l'extrémité de ces deux segments là. Ensuite celui du dessus je le tierce par rapport au premier segment du bas. Je sais pas si c'est très explicite ce que je dis. Et de toute façon les segments quand le moteur est en rotation il bouge de toute façon, il y a même des chances que tout se retrouve aligné. Mais bon, généralement ça bouge pas trop, donc on le tierce au moins en montage, c'est vraiment pour se dire j'ai fait les choses bien, et au moins c'est pas de ma faute si je prends tout dans la gueule au premier démarrage.
tous les pistons du coup sont montés. Bon, je vous ai monté que le montage de ces 4 là, parce que ça sert à rien de s'attarder sur les 8, sinon ça va être interminable, tu te doutes bien. Donc là, je vais retourner le bloc moteur parce qu'on va devoir accéder au côté vélo. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc voilà, on accède à ce côté-là. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir aligner de manière à passer toutes mes bielles. Parce qu'en fait, là, l'objectif, ça va être de faire le plastigage. Donc le test des jeux au niveau des coussinets de bielles, comme j'ai mis des coussinets neufs. Donc là, j'ai mis aucune huile ou quoi que ce soit, donc je vais devoir faire mes contrôles de jeu à sec. Donc le plastigage, je pense que pas mal d'entre vous connaissent, c'est ça. Donc en fait, vous mettez tout simplement un fil, vous serrez au couple, vous avez un écrasement qui se fait, et en fait, avec la jauge qui est indiquée sur les jauges que vous avez là, vous regardez le jeu correspondant par rapport à l'écrasement du plastigage. Donc là, je vais pouvoir remonter les caps correspondants, mais en mesurant les plastigages. Donc les jeux, comme je disais, au niveau des coussinets de bielle. Donc là, on a tout ça qui est bien sec, hein. Il n'y a aucune huile ou d'assemblage ou quoi que ce soit qui a été mise parce qu'il faut faire les jeux à sec. Donc je prends les caps correspondants, pareil, je les avais repérés pour qu'ils retournent à leur emplacement d'origine. Encore faut-il que j'arrive encore à voir mes poinçonnages. Bref, donc là, j'ai mon poinçonnage côté distrib. Donc celui-là, il va ici. Jusque là, il n'y a pas trop de problème. Hop. Donc on va lui mettre le coussinet. Je vais juste vous montrer en fait le plastigage sur un seul. Je vais pas m'amuser à tous vous les montrer parce que sinon, encore une fois de plus, ça va être interminable au niveau de la vidéo. Donc là, pareil, on vérifie bien, on nettoie bien. On pose le coussinet neuf en lieu et place. Donc hop, ça se présente comme ça. Tac. Donc on va prendre un bout, on va le couper. Hop, environ quasiment la largeur en fait de ce qu'on a besoin de mesurer. Donc vous allez rien voir absolument en vidéo, mais c'est pas grave, je vais vous faire le plastigage et ensuite je vais vous montrer le résultat que j'aurai obtenu. Donc hop, voilà. Maintenant on va remettre le caps en place avec son coussinet bien entendu et on va resserrer ça. Donc là, le couple de serrage préconisé, il est de 68 Nm, enfin c'est la conversion Nm en tout cas que j'ai obtenue. Hop, donc on va déjà faire un premier passage à 50. Moi personnellement ça me paraît beaucoup pour des bielles. Après bon, je suis ce qui est recommandé. Donc là j'ai déjà de faire une passe à 50. Ensuite je vais faire ma passe à 68. C'est vraiment serré super fort je trouve pour des bielles, mais bon. Maintenant qu'on l'a écrasé au couple, bah, je vais tout simplement redesserrer pour tester ça. Et on va pouvoir ensuite mesurer avec le plastigage. On a notre plastigage qui est écrasé. Et maintenant, on va pouvoir utiliser ça pour le mesurer. Donc, je vais filmer avec le téléphone de plus près pour vous montrer ça. Bon, donc nous y voilà. Donc, j'ai un morceau qui s'est décollé et qui est resté sur le caps quand je l'ai enlevé, mais c'est pas grave, ça nous empêche pas de faire la mesure. Donc, la recommandation, elle est d'avoir une cible entre 0,002 et 0,0025. Donc, on va regarder. Donc, si je mets ici, par exemple, j'utilise le 0,002. Bon, il est à l'envers pour vous, mais c'est pas grave. On est un tout petit peu plus grand. Donc en fait, on est limite entre du 0,00, du 0,0015 et du 0,002. Donc on reste dans ce qui est recommandé pour ce type d'utilisation de moteur. Et c'est la reco d'origine de toute façon. Donc en vrai, on est bien au niveau du jeu, on est nickel. Il y a ce qu'il faut pour le film d'huile, donc on va pouvoir retirer ça là. Et puis bah je vais contrôler les autres de mon côté et puis bah on va pouvoir voir si tout ça tourne correctement. J'ai eu une très grosse galère que du coup vous allez pas voir parce que j'ai pas filmé cette étape là. Dans l'organisation en fait du taf, il faut vraiment faire super gaffe parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu beau faire mes repérages au niveau de l'emplacement des pistons etc. Il m'est arrivé une galère qui m'a bouffé littéralement quasiment une journée de taf en fait sur le bloc moteur pour une connerie. Tout simplement parce qu'en fait j'avais ce cylindre ici, enfin cette bielle, cet ensemble bielle piston ici, dès que je le serrais au couple, impossible de tourner le vilebrequin. Donc je me suis dit bon il y a un problème. Donc j'ai cherché, j'ai inspecté la bielle, même les bielles aux alentours, enfin la bielle qui était juste à côté pour voir si c'était pas un problème de frottement ou j'en sais rien. Et ce qui s'est passé c'est que lors du démontage j'ai certainement pas fait attention comme il fallait et il y avait le chapeau de bielle qui était légèrement maté.
Donc j'ai repéré ça, donc directement je me suis dit bon, je vais pas chercher plus loin, ça force quand je serre, le matin j'appuie sur le coussinet, ça serre le vilebrequin, basta. J'ai enlevé ça, donc j'ai passé un léger coup de lime pour enlever la toute petite bavure que ça avait fait. Je remonte, je resserre, c'est toujours pas ça, le vélo bloque toujours. Je me suis creusé la tête pendant des heures à démonter, à tout inspecter, regarder si j'avais bien mis dans le bon sens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait tous mes nettoyages de mes ensembles piston bielle, etc., j'ai dû pas faire suffisamment attention, manque certainement d'organisation, et du coup, je me suis retrouvé à inverser le piston numéro 2 et numéro 4. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que moi je l'avais remarqué déjà quand j'avais démonté le bloc moteur, il y a un piston qui est différent des 8 autres sur ce moteur. L'encoche de direction de distribution, c'est des détails, hein, mais l'encoche de direction de distribution n'était pas la même, elle n'avait pas la même forme, et les références qui étaient sous le piston n'étaient pas les mêmes. Donc je me suis dit, potentiellement ce piston là il a été remplacé, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais il est différent en tout cas, ou alors peut-être qu'il est venu d'une autre ligne de production à l'époque, j'en sais rien. En 1965 si tu veux, j'existais pas, donc je pouvais pas savoir. Donc du coup je me suis remis en question sur tout ça, j'ai bien regardé, et en fait je me suis rendu compte que j'avais inversé deux pistons, parce qu'en fait les ensembles sont numérotés. Et là je me suis dit mais attends, il y a une incohérence au niveau du numéro qui est sur les chapeaux de bielle. Et je me suis dit bah je vais essayer tout simplement d'inverser mes embielages. Et même en inspectant le truc, j'ai vu que quand je montais la bielle problématique, justement, qui faisait que le vilebrequin était serré dès que je la serrais au couple, j'ai vu qu'elle n'était pas spécialement alignée en fait à l'axe du piston. Je me suis dit ça c'est pas normal, il n'y a pas le même écart en fait au niveau du centrage, juste à l'œil, je le voyais déjà. Donc je me suis dit déjà il y a un problème. Et en fait, j'ai inversé ces trucs-là et tout est revenu dans l'ordre, j'ai resserré au couple. Et bien entendu, quand tu remets les choses à leur place, ça fonctionne correctement. Donc voilà, donc là le problème il est éradiqué. Donc au niveau de tout ça, on est bien. Je vais vous montrer vite fait. Je sais pas si vous voyez correctement sur la vidéo, mais là en fait, j'ai une rallonge. Il y a un effort qui se fait parce que forcément il y a 8 cylindres, la segmentation est neuve, les coussinets sont neufs et le moteur n'a pas encore chauffé. Il n'y a pas un film d'huile parfait partout et en plus on est sur entre guillemets de la graisse d'assemblage, donc c'est beaucoup plus épais que de l'huile, donc le film d'huile est plus gros et du coup ça force plus, c'est normal, mais on n'a aucun point dur, c'est surtout ça qu'il faut vérifier. Là je fais tourner le vilebrequin, voilà, je fais un effort quand même pour le faire tourner, mais il n'y a aucun point dur, aucun endroit qui accroche ou quoi que ce soit, c'est quand même assez fluide. Et faut rappeler aussi que c'est un 8 cylindres, donc forcément tu as plus d'effort de frottement, ce qui est logique. L'autre truc galère que vous n'avez pas vu dans la vidéo, ça a été de monter ce main cap de vilebrequin. Parce qu'en fait, dedans, le système de joint, donc c'est le joint côté boîte, ce joint-là, on appelle ça un rope seal, donc c'est un joint comme une sorte de tresse, une corde si vous voulez. Et en fait, il faut l'enduire, ce joint de graisse graphitée ou de graisse cuivrée, peu importe, on s'en fout. Pour pouvoir le mettre, et c'est archi galère à mettre en place parce qu'il faut le rentrer dans la gorge, il faut couper une certaine épaisseur, faire un point de pâte à joint en fait dans la connexion en fait au niveau de ça, parce qu'en fait c'est en deux parties et vraiment ça a été super galère parce qu'en fait quand je faisais mon serrage il y avait trop d'épaisseur de joint qui ressortait vu que la tresse ne rentrait pas correctement dans la gorge. Il a fallu que je l'enfonce avec une douille de 30 pour pouvoir faire tout le tour de la gorge et bien caler le joint. Enfin bref, c'est une vraie galère. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment prenez le joint, enduisez-le de graisse, étirez-le bien et rentrez-le super bien dans la gorge dès le départ avant de serrer, sinon vous allez rentrer vraiment dans les galères. Donc voilà. Donc là pour le moment, je vais laisser le bloc moteur tranquille 5 minutes, enfin plus que 5 minutes d'ailleurs, et je vais m'attaquer au boulot sur les culasses. Parce que ça va être la prochaine étape du coup, donc il va y avoir tout ce qui est rodage des soupapes à faire et compagnie. Donc là je vais débarrasser un peu tout ça, je vais attaquer ça au propre là-dessus. Et je vais essayer de revoir la fameuse soupape qui était pétée. J'espère vraiment réussir à revoir le siège au rodage. J'ai un peu peur là-dessus, j'espère vraiment que ça va revenir. Et que je vais arriver à le rendre étanche parce que j'ai pas envie d'aller par la case usineur et tout, ça va encore me coûter une blinde. Et c'est absolument pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est juste que ce moteur il tourne correctement. Et je veux pas me prendre la tête. Hein. De toute façon, c'est pas une réflexion moteur complète. C'est comme je disais, une très très grosse révision. Donc voilà la culasse qui était problématique avec la soupape qui était pétée, qui se trouvait du coup juste là. Donc la soupape d'échappement du cylindre numéro 1. Donc là,
j'ai les soupapes correspondantes que j'ai décapées du coup. Et il y a les 2 soupapes neuves d'échappement parce que cette soupape là aussi je n'avais pas vu quand elle était ourdée de merde, mais elle était pas en très très bon état non plus. Donc du coup il y a 2 soupapes neuves désormais pour l'échappement. Et justement je vais m'atteler avant de continuer plus loin sur quoi que ce soit de la culasse. Je vais déjà essayer d'avoir au rodage ce siège là, voir ce que ça donne. Et ensuite je vais continuer parce que il suffit que j'ai de l'usinage à faire ou quoi sur la culasse, je vais pas non plus m'attarder sur cette culasse là. Et je vais pouvoir bosser après sur l'autre. Bon déjà, je vais commencer par mettre la soupape, voir si c'est bon, voilà, voir les jeux. Alors au niveau des jeux, j'avais plus ou moins regardé en fait quand j'avais fait le démontage. Il y a un léger jeu au niveau des guides. Il n'y a rien d'alarmant non plus, hein. Je sens que ça bouge un petit peu quand j'essaie de le bouger, mais j'ai pas non plus... je veux dire, même quand je la sors complètement, j'ai pas non plus 1 mm de jeu. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. J'ai pas non plus 1 mm de jeu, donc c'est pas la mort. Donc ça suffira largement pour l'utilisation. Et là, ce que je vais essayer de faire pour les roder, en tout cas au moins celle-là, pour la roder rapidement et pour surtout bien lui forcer sur la gueule, je vais déjà commencer par tourner la culasse. Je vais essayer de voir si j'ai pas une durique ou quoi que ce soit à mancher en force sur la queue de soupape ici et mettre une tige de l'autre côté ou une tige filetée. Et avec une perceuse en fait, faire mon rodage tout simplement en faisant les va-et-vient avec une perceuse. Ça va être beaucoup plus agressif que faire le truc à la main. Et au moins je vais pouvoir bien attaquer le siège comme il faut. Donc là ce que je fais c'est que je vais utiliser la patte de rodage que j'ai ici. Hop. On va en mettre, voilà, on va faire couler ça là. On va en mettre sur le tour. Bon là j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Un peu beaucoup, vous la retiendrez celle-là, hein. Je vais quand même mettre un peu d'huile d'assemblage sur la tige. Parce que bien entendu, on va pas faire ça, tourner ça à sec dans le guide. Je l'enfonce de ce côté-là. Voilà, là on sent que ça glisse complètement librement. Et maintenant, je vais mettre mon système révolutionnaire en espérant que ça fonctionne. Bon, mon système fonctionne sans vraiment bien fonctionner parce qu'en fait ça c'est pas du caoutchouc ce que j'ai là, donc il va falloir que je trouve une durite en caoutchouc qui puisse gripper beaucoup plus sur la tige de soupape. Et puis éventuellement il faudrait presque que je mette un collier dessus, donc je vais regarder ce que j'ai. Bon, donc j'ai trouvé une durite déjà plus souple mais beaucoup plus serrée. D'ailleurs je l'ai piqué sur la voiture et j'en ai coupé un bout, donc voilà, on va essayer avec ça. C'est beaucoup. Donc ça a l'air de faire le taf, ma foi. Je crois qu'on a réussi à bien avoir le siège là. Donc je vais continuer un peu en insistant. Donc voilà, on va voir ce que ça donne maintenant. Hop. On va retirer ça tranquillement. On essuie la pâte, on regarde déjà la gueule même de la soupape neuve, voir la portée que ça a fait dessus. Hop, un coup de nettoyant fin. On essuie. Bon, je suis quand même assez surpris. Je pense que la pâte est vraiment bien agressive comme il faut. Parce que j'ai réussi à visiblement, en tout cas de ce que je vois, à avoir le siège de soupape où la soupape était pétée. Et pourtant c'était pas gagné parce qu'il était vraiment en sale état. Et je vais vous filmer ça vite fait au téléphone.